Donc, les outils d'administration E7, on va juste passer rapidement au niveau de l'installation. C'est pas trop le focus de ce webcast, mais juste pour vous indiquer les différents éléments aussi des outils d'administration. Donc les outils, évidemment oui, j'ai pas de web sur cette machine-là, c'est pas grave, je vais en prendre un autre. Là. Donc les outils d'administration E7, hop, boum. Se compose de plusieurs éléments. Donc, on va pouvoir télécharger tout ce qui est nécessaire sur le site des 7, partie business, et on a différentes options pour les outils d'administration. Alors, on a une partie all-in-one, donc là en fait on est dédié pour le monde Windows. Si on va installer tous nos outils sur un serveur Windows, on a un setup d'installation, on a à le suivre, et ça va nous installer tous les éléments nécessaires en fonction de nos besoins. On a une possibilité qui est la Virtual Appliance aussi. Donc là, dès qu'on a un environnement, on a des environnements virtuels de disponibles, on va préférer utiliser une appliance. C'est une machine complète avec tout ce qu'il faut, tous les éléments nécessaires pour les outils d'administration E7. Au niveau de l'installation, de la configuration initiale, c'est vraiment très rapide. Là, c'est vraiment l'option à privilégier à ce niveau-là. Et on a une autre possibilité, les standalone installers. Donc là, on a tous les différents composants des outils d'administration qui pourraient rentrer dans les outils d'administration qui vont être disponibles, hop là, un à un. Et là, il va falloir, dans ce cas-là, il va falloir installer et configurer manuellement tous les éléments afin qu'ils fonctionnent. On va préférer de faire une installation standalone avec des éléments standalone si on a vraiment un gros environnement, on veut splitter certaines choses, avoir le serveur web d'un côté, la base de données d'un autre, le serveur d'administration encore sur une autre machine. Mais dans la plupart des cas, donc on va préférer utiliser la plane virtuelle si possible, et sinon on va prendre le all-in-one, on va installer ça sur un serveur Windows afin de tout faire fonctionner. Alors ici, hop, on va descendre, j'ai installé les outils d'administration, alors c'est via le all-in-one sur une machine Windows pour avoir quelque chose de plus simple dans mon environnement de démo test. Donc je vais simplement me connecter à mon serveur. Voilà. Alors lors de la première connexion, on va avoir à ce niveau-là une aide. Donc tous les éléments que nous allons devoir parcourir afin d'utiliser les outils d'administration, installer le logiciel et vraiment pouvoir l'utiliser. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? LED. Donc ça nous permet d'aller directement sur l'AKB, LED en ligne, etc. Toujours intéressant. On a aussi à ce niveau-là le bouton d'aide pour aller sur l'aide en ligne. Les utilisateurs. Alors, quand on installe nos outils d'administration, on va créer un utilisateur administrateur. Il est recommandé de créer d'autres utilisateurs, enfin, au moins un autre, et de ne pas utiliser en fait cet utilisateur administrateur derrière, parce qu'en fait cet utilisateur primaire, on ne va pas pouvoir changer quoi que ce soit dessus au niveau des droits et des caractéristiques. Donc quand on rajoute un utilisateur, on va pouvoir lui donner certaines caractéristiques, lui dire aussi au niveau de l'expiration du mot de passe et de l'auto-logout. Donc dès que la console n'est pas utilisée, notre interface web n'est pas utilisée au bout de X minutes, ici vous voyez sur cet utilisateur-là, j'ai mis une demi-heure, donc j'ai encore 29 minutes d'activité, donc c'est reseté à chaque fois qu'on
comprend tous quelque chose. Hein. Donc ça peut être intéressant. Et on va pouvoir aussi ajouter certains sets de permissions. Alors par défaut, on a ces éléments-là. Je vais vous montrer juste au niveau des permissions, hop là, qui va être possible. On va pouvoir, pour des utilisateurs précis, donner des droits précis au niveau de nos outils et également avoir la possibilité de gérer que certains groupes. Donc là, je vais pouvoir gérer que, par exemple, les groupes Manage Computer pour les utilisateurs qui appartiendraient à mon set de permissions là. Donc ça c'est juste pour vous montrer les possibilités. Donc on revient là-dessus. Utilisateur, c'est fait. Les certificats. Alors les certificats sont utilisés avec les outils d'administration E7 pour pouvoir authentifier les connexions. Alors les connexions sont de plusieurs types. On a la connexion sur notre site web, en fait notre interface web. Donc ça, bon, c'est un certificat HTTPS classique. Le certificat va aussi être utilisé pour la connexion entre l'agent d'administration et le serveur d'administration, pour garantir que seuls les agents autorisés vont pouvoir se connecter sur notre serveur. Alors, quand on installe les outils d'administration, il y a un certificat qui est autogénéré. Il va vraiment nous convenir dans la grande majorité des cas. Si vraiment besoin est, vous pouvez toujours créer vos propres certificats pour vos besoins spécifiques. Mais encore une fois, là, on va rester simple. On va utiliser les certificats autogénérés qui vont vraiment fonctionner dans la très grande majorité des cas. Ensuite, les licences. Alors, la licence va nous servir à pouvoir activer nos différents logiciels antivirus et autres composants E7. On va les entrer soit par une clé de licence, en fait quand vous achetez votre licence, vous avez une clé de licence 5 x 4 caractères, vous la rentrez à ce niveau-là, ok, et voilà. Vous avez possibilité aussi de la rentrer par un compte de sécurité. Alors, ça nous permet en fait, au niveau de l'administration de nos licences, d'avoir un seul compte d'administration. On va regrouper et déléguer les droits d'administration pour une personne. Et du coup, en fait, on aura une synchronisation de nos licences qui va se faire. On n'a pas besoin de rajouter les licences manuellement à chaque fois. On va juste autoriser l'administration des licences à une personne, donc c'est notre compte de sécurité, pour pouvoir les utiliser dans nos outils d'administration. Alors ça, c'est utile quand on va vouloir gérer plusieurs clients avec un même serveur d'administration, quand on va travailler avec des licences de type MSP également, là on aura obligation d'utiliser le compte de sécurité pour ajouter nos licences, vu qu'on n'aura plus de clé de licence, mais on va se lier, synchroniser avec le compte de sécurité. Troisième possibilité, le fichier de licence hors ligne. Là, ça va être utilisé pour des environnements qui n'ont vraiment pas du tout accès au web. Donc, dans la plupart des cas, on aura un accès Internet, donc on va utiliser soit la clé de licence, soit le compte de sécurité. Est-ce que tout est clair jusqu'à présent? N'hésitez pas à me poser des questions hein, via le chat si nécessaire. Ok. Ça a l'air bon. Alors. La dernière partie qui va nous intéresser ici, enfin, la dernière partie, non, la partie la plus importante maintenant, ça va être l'installation, parce que là on ne fait que de la préparation pour l'utilisation de nos outils d'administration. Maintenant on va voir comment on va pouvoir installer efficacement nos différents composants. Alors, je vous l'avais dit auparavant, les outils d'administration se composent donc d'une partie serveur, mais aussi donc d'un
agent d'administration. Cet agent d'administration, il va être installé sur les différents ordinateurs qu'on va vouloir gérer. Et il va falloir installer d'une manière ou d'une autre notre agent et aussi avoir sa configuration, enfin le configurer pour qu'il réponde à nos besoins. L'antivirus aussi, on va pouvoir l'installer et le configurer. Alors tout ça, on va pouvoir le faire à partir des outils d'administration. Il y a différentes possibilités. Alors, on va pouvoir installer un agent manuellement. Donc, on télécharge juste l'agent sur le site web, suivant, et derrière, on va lui dire de se connecter sur le serveur d'administration, donc installation classique manuelle. Ça marche très bien quand on a un poste ou deux, hein, mais dès qu'on a quand même un plus grand nombre de postes, ça va venir un peu plus long à réaliser. La possibilité d'utiliser un agent live installer. Donc là, en fait, l'agent live installer, qu'est-ce que ça va être? Ça va être un fichier BAT d'installation. Donc, je vais juste vous montrer comment on le fait. On choisit notre certificat. Si on avait mis un mot de passe lors de l'installation sur le certificat, il va falloir le renseigner là. Et on prend notre installeur. Bon, là, ça marche pas parce que j'ai pas d'accès web. Mais en fait, on a un fichier BAT. Je vais vous le montrer juste à ce niveau-là. On va avoir un fichier BAT qui va être téléchargé. Hop, modifié, voilà. Et là, on a tout notre script d'installation pour notre agent, avec tous les paramètres nécessaires pour ce qui se connecte sur le serveur Intel, qu'il aille chercher les versions de l'agent, etc. Donc là, on a exécuté ce fichier BAT sur les différentes machines. Donc ça, c'est une autre possibilité d'installation. Troisième possibilité d'installation, c'est via les GPO. Donc en fait, si on a un... Je vais vous montrer à ce niveau-là. Si on a un domaine, on va pouvoir très bien mettre au niveau des GPO de notre Active Directory, de notre domaine, l'installation de l'agent d'administration. Alors pour ça, il y a quelques étapes à faire. Alors, est-ce que c'est dans celui-là ou dans l'autre? Pom, 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 pom. Ah, c'était l'autre, évidemment. Hop là. Hop, déploiement, voilà. Donc on a au niveau de l'aide en ligne toute l'aide nécessaire pour le déploiement. Alors via la GPO et CCM, en fait, il va falloir créer un fichier MST. Au départ, grosso modo, les réponses, les propriétés qui vont avoir l'agent. Et ensuite, on va créer une GPO pour faire l'installation de notre agent via la GPO. Donc c'est pas compliqué à réaliser et ça peut être très pratique pour vraiment automatiser l'installation de nos agents. Autre possibilité qui va s'offrir à nous, ça va être une installation en push. Donc via le serveur d'administration, on va pousser l'agent d'administration sur les différentes machines cibles. Alors pour ça, il va falloir déjà connaître les cibles. Si on installe manuellement l'agent via le BAT ou la GPO, en fait, nos machines vont automatiquement se connecter et revenir sur notre serveur d'administration. Donc là, c'est bon, on n'a rien à faire, elle va être connue automatiquement. Par contre, si on n'a pas cette possibilité d'installer en BAT via le fichier BAT facilement ou manuellement, il va falloir connaître nos différentes machines pour pouvoir faire un push. Donc, possibilité pour connaître nos machines via un composant d'administration, c'est le ROC détection sensor. Et ici, en fait, on va pouvoir voir toutes les machines qu'il y a sur le réseau. En fait, c'est un élément qui va nous scanner le réseau pour récupérer les machines du réseau. Donc ça,
C'est une possibilité, on les connaît, on va rajouter nos machines connues, et du coup, on va pouvoir installer ensuite, via le push, notre agent d'administration. Autre possibilité également, pour connaître nos machines, c'est via une synchronisation sur l'Active Directory. Donc là, on va juste rentrer nos différents éléments, nos paramètres au niveau de la connexion sur l'AD, pour pouvoir faire une synchro et récupérer les machines et groupes à partir de l'AD. Ça peut être intéressant aussi pour connaître directement la liste des machines. Donc vous voyez, on a plusieurs choix pour faire l'installation de notre agent d'administration. Tout dépend des possibilités qui vont s'offrir à nous, du nombre de machines qu'il va falloir déployer. Donc là, c'est vraiment à vous de voir quelle va être la meilleure solution pour faire le déploiement le plus efficace de l'agent d'administration sur les différentes machines. Alors, autre élément à prendre en compte avant de faire l'installation de l'agent, eh ben, on va le configurer, en fait, notre agent. Alors, pourquoi faire ça avant? Parce que l'agent, quand on va le déployer, il va avoir sa configuration par défaut. Donc aucun paramètre spécial, hein, tout ce qui est par défaut, ça va être utilisé. Ça ne va pas forcément nous aller hein, comme paramétrage, on va vouloir possiblement faire quelques modifications. Donc ce qu'on va faire, c'est déjà préparer tout ce paramétrage en amont, avant l'installation. Comme ça, dès que l'agent est installé, il va se connecter sur le serveur et récupérer son bon paramétrage. Donc tout ça, ça se fait via des policies. Alors ici, j'en ai déjà créé une. Bon, il y en a plusieurs qui sont créées par défaut. Et en fait, elles sont, pour la plupart, elles ne sont pas affectées. Vous voyez à ce niveau, il n'y a pas de groupe de machines affectées. Ici, j'ai juste créé ma policy. Je vais l'éditer pour vous montrer comment ça va se faire. Donc, c'est une policy avec comme paramètre l'agent. Alors, une policy, on va pouvoir créer des policies pour tous les logiciels et sets que l'on va vouloir gérer au niveau business. Donc là, ce qui nous intéresse en premier lieu, c'est l'agent. Donc là, je lui ai défini quelques éléments que j'ai changés, notamment, donc j'ai rajouté un petit peu de quantité de données qui peut être synchronisée, parce que je suis en réseau local, donc je peux envoyer un peu plus d'informations à chaque connexion de l'agent, surtout intéressant au début en fait, pour synchroniser tous les éléments. L'intervalle de communication qui est paramétré à 1 minute ici, donc ça me va bien pour mes tests. Et j'ai quelques paramètres avancés qui sont intéressants, et notamment ceux-là. Alors, le paramétrage par défaut, il est comme ça, si je me souviens bien. Voilà. En fait, l'agent il va pouvoir remonter comme information tous les logiciels installés sur l'ordinateur, et pas uniquement les logiciels E7. Donc ça peut être très intéressant pour faire ensuite des groupes et des actions en fonction de certaines caractéristiques de logiciels. Hein. Par exemple, désinstaller un antivirus concurrent, on va détecter automatiquement que l'antivirus concurrent est installé et on va appliquer une action en fonction de cet élément-là. Reporter que l'OS n'est pas à jour. Alors ça peut être quelque chose d'intéressant parce qu'en fait, par défaut, on va voir l'OS qui va pas être à jour 2 fois par mois, vu les updates Windows qui sortent, donc on va avoir de l'alerting sur nos différentes machines qui pourraient être inutiles. Donc on peut éventuellement désactiver cet élément-là. Attention cependant, il faut quand même bien veiller à ce que les OS soient à jour. Alors, des soucis au niveau du firewall, c'est pareil, on peut éventuellement désactiver cet élément-là si on est dans un domaine, et en général, j'ai désactivé les firewalls Windows. Enfin, ça, c'est des choses à voir. Le but étant, en fait, de ne pas avoir d'alerting inutile.
faut avoir les bonnes informations, ne pas être noyé par trop d'informations, quoi. Et bon, reporter qu'il n'y a pas d'antivirus, ça peut être intéressant aussi. Donc là, en fait, voilà, j'ai configuré mon agent. Voilà, j'avais dit, j'ai fait la config. Alors, on va pouvoir les répéter sur les autres logiciels. Par exemple, pour l'antivirus, on va pouvoir créer une autre configuration. Donc, on va déjà pré-configurer nos éléments avant que ceci soit installé. Donc, si on a besoin de modifier des paramètres dans l'antivirus, par exemple, on va faire. Donc là, on a tout le paramétrage de configuration. Comme ça, dès qu'on va installer le logiciel, il va être paramétré. Alors, une configuration, en fait, c'est du paramétrage que l'on va affecter ensuite à certains éléments. Alors, on va pouvoir affecter à des groupes, à des machines en particulier, à tout le monde, juste à un seul ordinateur, à un seul groupe, à plusieurs groupes, en fonction des besoins. Comme ça, on va pouvoir créer des policies, donc des paramétrages qui vont être différents. Si on a des machines, par exemple, chez des développeurs, au niveau de la compta, des serveurs, etc., etc. Donc là, on va pouvoir créer nos paramétrages de manière très simple, et dès qu'une machine va aller dans un groupe ou un autre groupe, en fait, elle va appliquer ce paramétrage automatiquement. On n'a pas besoin d'aller à chaque fois, si on veut changer les caractéristiques d'une machine, on n'a pas besoin de tout relancer au niveau des settings. Donc c'est juste le fait d'avoir une machine qui va se trouver dans, hop là, je reprends ici, dans tel ou tel groupe, ça va nous informer que ça va nous mettre les paramétrages qui vont être relatifs à certains groupes. Donc ici, voilà, si j'ai un paramétrage spécifique pour les machines qui se trouvent dans ce groupe-là, automatiquement l'agent va appliquer ce paramétrage. Des questions jusque-là? Tout est clair? N'hésitez surtout pas. Donc là, en fait, ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est que de la préparation. Le but étant d'avoir tous les éléments déjà prêts quand on va vouloir installer nos différents logiciels. Alors, autre élément qui va nous servir à faire de l'automatisation, hop là, je vais revenir ici, ce sont les groupes dynamiques. Alors, des groupes, en fait, on a des groupes statiques, vous voyez ici, c'est en gris plein, et des groupes dynamiques en bleu avec un petit icône à l'intérieur. Alors, un groupe dynamique, c'est l'agent qui va évaluer les règles pour mettre une machine dans un groupe dynamique, plusieurs groupes dynamiques, alors qu'un groupe statique, en fait, c'est l'administrateur qui va décider de mettre les machines dans tel ou tel groupe. Alors, les groupes dynamiques, ça réagit à des templates, en fait. Ici, j'ai un groupe dynamique et, en fait, quand je l'ai créé, je lui ai juste associé un template, ce template que je définis à ce niveau-là, dans les éléments d'administration. Donc, je vais juste faire simple. Ici, je vais vous montrer ce qui a été fait là-dessus, quelque chose de très simple. Je voulais juste pouvoir détecter que j'ai une machine Windows qui n'a pas d'antivirus, qui a un souci d'antivirus. Donc, le but du jeu derrière, c'est de pouvoir avoir une machine qui va automatiquement aller dans ce groupe, parce que j'aurai un agent qui sera installé, qui va détecter que j'ai un Windows sans antivirus, et sur ce groupe-là, quand la machine va arriver, ce que je vais pouvoir faire, c'est créer une tâche d'installation de l'antivirus. Donc là, je vais pouvoir faire ça. C'est une tâche client.
installation de l'antivirus. Alors, alors ici, vu que j'ai pas de web, va falloir que non, je vais pas prendre de licence tout de suite de toute façon pour vous montrer ça après. Là, j'ai pas de web, donc je peux pas récupérer les paquets sur le web, mais je vais l'installer. Alors, juste que je récupère où il se trouve sur le réseau. Hop, hop, hop. Alors, hop, 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 là. C'est l'autre. Mon file. 2 points. C'est bien celui-là. Hein. 2 points slash slash. Slash. Plop, là. Non, non, allez. Hop là. Hum, hum, C'est une bonne sécurité. Alors, il s'appelait comment? Hop. MSI. Normalement, ça devrait marcher, j'espère. Donc là, en fait, on va, par défaut, on va installer le logiciel en allant le télécharger sur Internet. Donc, en fait, l'agent va télécharger le logiciel sur Internet. On va pouvoir lui dire de récupérer le logiciel sur un partage réseau. Donc, ça permet de ne pas avoir récupéré tout ça sur le web à chaque fois. Je vais juste vérifier si ça passe bien. C'est bon, ça passe. Voilà. Alors, je suis d'accord. Installe avec. Voilà. Et je termine. Et ensuite, au niveau du trigger, c'est là où je vous ai dit, je vais rajouter sur un groupe, mon groupe dynamique. Donc dès que une machine va joindre ce groupe dynamique, ma tâche va s'appliquer. C'est bien clair à ce niveau-là. J'étais un petit peu en brouillon parce que faut que je contourne le fait que j'ai pas de réseau sur ces machines-là. J'ai un petit paramétrage particulier ici. J'avais pas fait attention juste avant de lancer ce webcast. Donc ici, tout est prêt. J'ai créé, hop là, pardon. J'ai créé des policies. J'ai créé une tâche, mon groupe dynamique aussi, donc ma tâche que j'ai gérée sur le groupe dynamique. Pour quelque chose de simple en fait, voilà, maintenant j'ai tout de prêt. Je regarde juste quand même si les machines remontent bien. C'est aujourd'hui, ça marche. Donc je vais prendre une autre VM ici. Je vais lui lancer pardon, notre fichier d'installation, le BAT. Pardon. Alors ici, j'ai juste modifié un petit peu le fichier BAT pour qu'il aille, hop là, je vais vous montrer ça, qu'il aille non pas sur Internet pour récupérer l'agent, mais localement.
C'est juste pour... bon, j'aurais pu mettre un partage réseau aussi à ce niveau-là. Il faut juste changer un paramétrage à ce niveau-là et un petit peu en dessous, ici aussi, à rentrer quelques paramètres. Tout ça, c'est renseigné dans l'aide en ligne. Donc là, je vais lancer mon fichier d'installation. Donc, je vais simuler ça. Hop. Là, première étape, il va télécharger l'agent. Bon, là, c'était rapide, hein, il est local. Et ensuite, il l'installe avec les différents paramètres qu'on aura renseignés. Tout ce qui était certificat, etc. En fait, ça c'est renseigné quand on va créer notre fichier back. Donc là, il installe tranquillement notre machine. Donc on devrait le voir apparaître ici, voilà, très bientôt dans le Lost and Found. Une fois qu'il sera installé. Hein. Comme attendre l'installation. Donc ça c'est aussi quelque chose qui peut être masqué, hein. C'est du MSI, donc comme paramètre on va mettre un /qn pour masquer la fenêtre d'installation à ce niveau-là, pour que ce soit beaucoup plus transparent pour les utilisateurs. Alors l'agent d'administration, il n'est pas lié à l'activité antivirus. C'est un élément qui est complètement à part. Bon, il est lié parce qu'ils vont dialoguer ensemble, hein, les deux éléments, mais il va fonctionner de manière complètement autonome, sans antivirus, l'agent d'administration. Ce qui est intéressant aussi, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir l'installer même si on a une solution antivirus déjà existante. Et ça n'interférera pas dans le travail de cet antivirus. Si on avait l'agent d'administration inclus avec l'antivirus, ça voudrait dire qu'on ne pourrait administrer une machine que si on installe l'antivirus. Et là, il faudrait déjà au préalable désinstaller les solutions antivirus existantes. Donc là, on a beaucoup plus de souplesse à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Voilà, vous voyez, ça remonte ma machine. Elle s'est déjà connectée, donc maintenant on va attendre un petit peu qu'elle remonte les différentes informations. L'agent, quand il se connecte, il va récupérer aussi toute la configuration, les tâches, les groupes, il va récupérer tout ça pour pouvoir appliquer en fonction des besoins. Alors là, je regarde juste au niveau des processus. Là, il doit déjà être en train d'installer l'antivirus, c'est fort possible. Hop là, je rafraîchis. Pas encore, mais ça va pas tarder. Donc notre agent d'administration, il est là, il fonctionne. Donc j'avais dit, je voulais détecter une machine, voilà, qui va avoir un souci au niveau de l'antivirus. Hop, vous voyez, automatiquement, dans mon groupe test, dans mon groupe dynamique de test que j'ai créé ici, j'ai ma machine qui apparaît. Donc l'agent a évalué les règles, il a vu que c'était un Windows et que sur ce Windows, il n'y avait pas d'antivirus. Donc je reviens là, et automatiquement il a appliqué ma tâche d'installation de l'antivirus. Et vous voyez, on a juste vu furtivement le petit message là avec l'antivirus, et l'antivirus maintenant il est ici, installé, et il est là également. Donc vous voyez en fait, la préparation m'a permis d'avoir une automatisation complète de l'installation des différents logiciels. Et vu que les éléments se connectent sur le serveur d'administration, on va non seulement avoir une installation des logiciels, mais aussi une configuration de ces logiciels. Est-ce que c'est clair pour vous? Donc là, pour résumer un petit peu cette partie, on va préparer en amont tous nos éléments qui vont être nécessaires afin de ne plus avoir à faire quoi que ce soit une fois qu'on a initié
l'installation de l'agent. Donc après, bon là c'est quelque chose de simple, hein, on va pouvoir intercaler des désinstallations de logiciels existants, etc., etc. Mais tout part du même principe. On va mettre en place tout notre environnement de travail avant de lancer effectivement la tâche d'installation de l'agent. Si une nouvelle machine vient se rajouter dans le parc, eh ben, on n'a rien d'autre à faire que de faire l'installation de l'agent d'une manière ou d'une autre, hein, et ensuite en fait tout se fera tout seul si on a préparé tous nos éléments correctement. C'est un petit peu de temps à passer au départ, et ensuite beaucoup de temps gagné sur toutes les parties d'installation et de gestion. Donc ici, hop là, je reprends ma machine. Donc là maintenant elle a l'antivirus installé. On voit, bon, ce qui est beau comme souci, forcément l'antivirus n'est pas mis à jour parce qu'il n'est pas, hop là, activé. Alors pour l'activer, c'est simple, il faut lui mettre une licence. C'est juste que je vous le dis tout de suite ici, ça ne va pas marcher parce que j'ai pas d'accès au web pour ma machine. Enfin, pour l'ensemble de mes machines virtuelles là, j'ai pas d'accès au web. Mais je vais vous montrer quand même comment on va faire ça. Très simplement, alors on va pouvoir, je reprends dans les tâches clients, dans la tâche d'installation de logiciel que j'avais réalisée. On va pouvoir directement à ce niveau-là mettre une licence. Donc on choisit notre licence dans la licence qu'on aura renseignée auparavant. Ou on va pouvoir, donc là comme ça on n'a rien à faire, tout va se faire automatiquement, on va pouvoir faire une tâche spécifique qui est juste l'activation du logiciel. Donc là, hop, je vais vous montrer ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Tâche, bon, on rentre un nom, description, hein, forcément. Pareil, on choisit notre licence et on va choisir ensuite nos cibles. Donc, sur quelle machine? Alors, je vais juste vous montrer ça. Non, ça va pas, ça c'est pas bon, ça c'est... Allez, hop, on va pouvoir prendre ça, hop, la licence là, alors, voilà, finish, trigger, donc ici maintenant en fait on va juste dire que je veux activer la licence sur, alors je peux faire sur un groupe complet, par exemple la Stanford ici, toutes les machines qui seront dans ce groupe là vont avoir la tâche d'activation qui va être déclenchée. Celle-là, je vais juste la supprimer. Ça ne va pas nous pourrir la vie. Ici, ça va juste ne pas fonctionner. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas d'accès Internet avec ces VM. Et l'activation de ce type-là nécessite un accès Internet. Hop là, je reprends ici, qui est caché. Voilà, mon logiciel. Donc, vous voyez tout ça, en fait, c'est facile à réaliser si on se met juste, on réfléchit juste un petit peu à toutes les étapes qui vont être nécessaires en fonction de nos besoins. Alors, petite astuce aussi quand même, hein, si vous avez plusieurs clients sur lesquels vous allez installer les outils d'administration, vous créez des policies, faites ce que vous voulez, ben derrière vous pouvez aussi les exporter. Ça fonctionne chez un client, il n'y a pas besoin de recréer tout ça chez un deuxième, vous l'exportez d'un côté, vous l'importez de l'autre, comme ça en fait c'est beaucoup plus facile à gérer. Pareil pour les groupes dynamiques, c'est beaucoup plus facile à faire au niveau de l'installation, comme ça pour un deuxième client. C'est le premier client sur lequel on va passer un peu plus de temps, mais au final ça va nous en faire gagner beaucoup sur l'ensemble des clients que l'on va gérer.
Alors si on veut gérer à partir d'un serveur d'administration unique plusieurs clients, ben là il va falloir ajouter les différentes licences de ces clients au niveau des outils d'administration, faire les activations des logiciels en fonction des différents clients, donc bien séparer ça. Donc on va déjà avoir au minimum un groupe à ce niveau-là, un groupe statique par client pour faire la différenciation un peu plus physique de nos éléments. Et donc il faudra juste bien faire attention au niveau du licensing. Mais en fait ce qu'on va faire pour un client, tout ce qui va être configuration, tâches d'installation, des installations, etc., etc. Tout ça, ça va pouvoir être valable pour l'ensemble des clients. Donc on n'a pas besoin de refaire à chaque fois du paramétrage, des tâches, etc. si un nouveau client arrive. La grande majorité des éléments va déjà être préprogrammés. Donc l'installation et le management d'un nouveau client sera extrêmement aisé et rapide. Hein, c'est une grande force aussi de cette configuration-là. Tout est clair pour vous? Donc là, normalement, je vais juste reprendre ma tâche. Un serveur task. Non, pas serveur client, pardon. Elle a légèrement échoué. Comme je vous l'avais dit, c'est juste que j'avais mon accès Internet qui pose souci. Alors, autre élément qui peut être important quand même dans l'administration, c'est le reporting. Le reporting se base sur des templates, donc on a déjà une bonne quantité de templates disponibles dans nos outils d'administration. Vous avez vraiment des listes assez importantes. Vous devriez trouver votre bonheur. Et si vous ne le trouvez pas, vous pouvez très bien créer votre propre template. Ou utiliser un template existant. Vous allez le dupliquer et ensuite faire un peu de modification dessus si vraiment c'est nécessaire. Donc, vous voyez, template, c'est la philosophie qu'on retrouve partout. Au niveau des policies, ce sont des templates que l'on va appliquer. Au niveau des groupes dynamiques, ce sont des templates que l'on va appliquer pour créer des nouveaux groupes dynamiques. Les tâches, pareil, ce sont des templates que l'on va appliquer sur des groupes ou faire se faire appliquer sur des machines. On va créer un template qu'on va appliquer aux besoins quand on en a vraiment besoin en fonction des éléments qui sont présents. Au niveau donc hop là, on était où du reporting, pareil, ce sont des templates qu'on va créer, qu'on va utiliser. Alors ces templates, on va pouvoir les utiliser directement dans le dashboard. Donc notre élément qu'on va retrouver au début. Alors ici, je vais mettre quelque chose, voilà. J'ai pas un petit élément en place de libre, voilà. Alors ici, donc, on va choisir son dashboard, on va le créer en fonction des besoins et on va vraiment pouvoir choisir les templates qui va nous intéresser. Bon, allez, hop, ça c'est bien, j'aurai un petit graphe avec, on va voir quelque chose. Donc là, c'est vraiment la visualisation directe des éléments qui nous intéressent. Alors, le dashboard est contextuel à l'utilisateur qui est logué. Donc si j'utilise un autre user, le dashboard ne sera pas le même. Je n'aurai pas créé le dashboard pour l'ensemble des utilisateurs. J'ai juste les trois éléments dans les... Là. Ces 5 éléments là qui sont par défaut en fait pour l'ensemble des utilisateurs, qui peuvent être modifiés aussi, enfin qui vont apparaître pour l'ensemble des utilisateurs. Ces éléments-là sont les mêmes. Tout le reste, en fait, ces 4 dashboards-là, je les ai créés au fur et à mesure de mes tests, et ils sont vraiment contextuels pour mon utilisateur.
Donc là, vous avez une visu très facile de ce qui se passe. Vous pouvez également faire du reporting, comme on l'entend plus classiquement. Alors ça va être une tâche serveur de génération de rapports. Et ici, je vais vous montrer ce qui va être intéressant. Donc, bon, comme partout, un nom, une description. Alors, intéressant et important de mettre toujours un nom qui va être parlant et une description aussi qui va nous indiquer ce que ça fait. Parce que, je reviens juste au niveau par exemple des policies, je peux en avoir quand même un certain nombre. Et si je ne sais pas exactement ce que va faire ma policy sans avoir à rentrer dans les détails, donc sans l'éditer, ça devient compliqué à gérer ensuite. Donc essayez au maximum d'avoir un nom qui va être vraiment parlant, on va savoir tout de suite à quoi ça correspond. Je reviens à mes tâches, hop là, pardon. Serveur de génération de rapports. Donc on met un nom. Voilà, avec un A, c'est bien aussi. Hop. Au niveau des paramètres, on va choisir notre template. Donc là, on a tout notre choix. Donc le plus dur là-dedans, c'est vraiment de trouver le bon template en fonction de nos besoins. Il y en a quand même beaucoup. On va prendre ça. On va pouvoir sauver notre rapport dans le fichier, ou ce qui va plutôt nous intéresser ici, l'envoyer par mail. Donc là, il suffit de renseigner les éléments d'envoi de mail. Et ensuite, on va faire un trigger sur ce reporting, donc quand il va être déclenché. Alors là, ce qui va être intéressant au niveau des triggers, on va avoir les éléments classiques. Donc on va le faire une fois, la semaine, tous les jours, tous les mois, toutes les années. Classique. Mais on a aussi des éléments très dynamiques pour avoir en fait un reporting qui va être envoyé en fonction d'événements qui pourraient survenir au niveau de nos outils d'administration. Donc par exemple, quand j'ai une machine qui a une infection virale, elle va se retrouver automatiquement dans un groupe dynamique machine avec problème. Je mets un trigger de génération de rapport dès qu'une machine va joindre le groupe dynamique, automatiquement, j'aurai un mail qui va être envoyé à ce moment-là. Donc là, ça peut être très intéressant. C'est un exemple comme un autre, hein, mais là, on voit tout de suite qu'on a des possibilités très étendues au niveau du déclenchement des rapports. C'est pas juste un simple rapport d'activité, mais ça va être du rapport vraiment sur des événements qui vont pouvoir se produire. Donc là, il faut voir aussi les groupes dynamiques, les créer en fonction des besoins, etc. etc. Donc, tout ça, ça nous permet de faire évoluer nos configurations en fonction des besoins qu'on va voir au fur et à mesure de la part de nos clients, nos propres besoins. On va partir de quelque chose de très simple au départ, avec une structure de groupe assez simple, une structure au niveau des policies qui va être aussi relativement simple pour pas avoir trop de confusion, surtout au début, les tâches, etc. C'est pareil, on va faire des éléments simples au départ, et ensuite on va pouvoir faire évoluer tranquillement tout cela sans que ça vienne interférer sur l'existant. On va pouvoir comme ça très facilement rajouter et améliorer nos outils d'administration, enfin l'utilisation qu'on va en faire de ces outils d'administration. Ça permet aussi de ne pas avoir
réfléchir et à penser à tout dès le départ. Non, on va faire la règle du 80-20, hein, on va gérer 80% de nos besoins tout de suite. Et là, ça va être assez simple. Et ensuite, on va affiner pardon, nos traitements pour faire le reste de ce qu'on aurait besoin. Voilà pour ma présentation des outils d'administration. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Il n'y en a pas eu jusque-là, mais ça peut toujours venir. De toute façon, si vous avez la moindre question, contactez-nous à cette adresse mail, commercial@mgk.lu, ou contactez votre représentant commercial favori. On répondra bien évidemment aux différentes questions qui pourraient venir. Si vous n'avez pas de questions, eh ben, je vous souhaite une bonne fin de matinée, une bonne journée, et je vous dis peut-être à bientôt pour un webcast, un futur webcast. Je vous remercie grandement du temps que vous avez passé en ma compagnie afin de découvrir les outils d'administration S7 et de voir comment s'en servir de manière simple et efficace. Ben, bonne journée à vous, merci encore et à bientôt, j'espère. Au revoir.